Hello, salut, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec des super amis. Nous avons Yannick, nous avons Fabien, nous avons Loïc, qui sont des entrepreneurs, voilà, des fans aussi de bien-être, de dev perso, de psycho aussi. Alors pour ici un paléo, bref quoi. On a plein de spécialités qui se complètent super bien. Et c'est vrai que maintenant, on adore se rencontrer, bosser ensemble, échanger des bouquins. On a Monsieur Livre ici d'ailleurs. Voilà, plein de choses comme ça. Alors, je vais te les présenter un peu. Nous avons ici donc Yannick Alibé et avec ton frère Loïc. Vous avez commencé très jeune d'ailleurs dans l'entrepreneuriat puisque vous avez créé un business qui vous vendez des jeux. Voilà, vous avez découvert ça par hasard et puis finalement ça marchait, puis vous avez continué le deal. Puis après, vous avez continué vos études et puis vie salariée. Puis malgré tout, vous revenez quand même un peu à l'entrepreneuriat. On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Ouais. Nous avons Fabien ici, Fabien Delcourt, donc qui est un mangeur de livres, puis mangeur paléo aussi. Aussi. Donc t'as un blog en ligne qui s'appelle donc objectifspaleo.fr. Exact. Et tu parles de comment être bien avec son corps, donc forcément tout ça implique bien avec la tête et tout, voilà. Exact. Et puis nous avons Loïc qui est aujourd'hui fonctionnaire, mais t'es en train justement de rebasculer dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est bien ça, oui. Et donc toi aussi l'occasion de nous parler de ton parcours, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Toi de ton côté Yannick, t'es en train de créer ton site web, donc là on est vraiment dans une phase encore plus concrète. Toi ici, tu as déjà de l'audience, tu as déjà des produits, tu as déjà des clients, etc. Ouais. Tu viens de quitter ton emploi salarié. Ouais. Et voilà, donc là, tu es vraiment en train d'accélérer la manœuvre. Exact. Voilà. Et toi, bienvenue donc dans l'émission Mon Business à 200%. Cette émission qui est là pour t'aider à lancer et accélérer ton business à 200%. Et tu peux retrouver bien sûr les plus de 400 émissions sur biz200.fr. Tu as les liens en dessous, là, dans la description. Voilà. Aujourd'hui, justement, on va parler un peu de business, comment travailler le nomadisme, comment gagner en indépendance, comment travailler le minimalisme, comment dématérialiser son business, qu'est-ce que ça veut dire, comment apprendre aussi, parce qu'on a un expert ici de la lecture rapide et de l'apprentissage comme ça, très quoi, je sais pas, mais en tout cas efficient. On va apprendre aussi, on va parler d'anticipation parce qu'on a aussi des experts ici de tout ce qui est réflexion de long terme. On va aussi peut-être parler, pourquoi pas, de s'engager dans une direction aussi, parce que être nomade c'est bien, mais donc il y a une notion de détachement, mais on peut aussi aller vers quelque part. Donc qu'est-ce que ça implique en termes d'engagement? Puis de toute façon on est bientôt en 2018, donc on va aussi parler quels sont vos projets un peu de 2018 tout de même. Yes. Donc vie nomade. Alors, qui c'est qui a envie de lancer un truc, un sujet, je sais pas, une discussion informelle, de toute façon on se prend pas la tête. Donc je sais pas, Fabien, Loïc, Yannick, j'en sais rien du tout. Allez, un sujet qui... Vie nomade. Vie nomade. C'est quoi pour vous la vie nomade? Se déplacer. Travailler en se déplaçant, bouger, ne pas être fixé à un endroit précis. J'ajouterais même décider quand tu bosses. Oui. Parce que aller où tu veux sur Terre, c'est cool. Et en plus, décider quand tu bosses, te dire, ok, bah là, de telle heure à telle heure, je bosse, parce que je vais dans un bar sous les cocotiers. Je décide non seulement où, mais quand. Oui. D'ailleurs, c'est les entrepreneurs digital nomades, on les appelle les coconut entrepreneurs. Ah ouais. Alors, normalement, le terme est plutôt péjoratif parce que coconut entrepreneur, ça veut dire ces entrepreneurs nomades et qui n'ont pas de fric, donc du coup, ils vont dans les pays qui coûtent pas cher. En fait. Non, c'est ça. Mais bon, c'est rigolo comme expression. Mais c'est aussi un choix personnel ça peut être un choix perso, même d'aller dans les pays pauvres, dans les pays exotiques, parce que c'est aussi très attrayant. Je suis bien placé pour ça, puisque effectivement, j'ai vécu entre l'Inde et la Thaïlande, effectivement. Exactement. Alors d'ailleurs, vous, dans vos projets, vous avez l'intention, à un moment donné, de quitter vos maisons compagnie, on parle de se déplacer, les travailleurs nomades. Toi, tu es en train de créer ton business. Est-ce que tu as l'intention d'être plutôt ancré sur la ville de Marseille, Aix-en-Provence, région PACA, ou est-ce que plus tard, tu as envie de... Alors, aujourd'hui, en région PACA, oui, puisque c'est là où j'aurai mes clients. Cela dit, je ne ferme pas la porte à la possibilité de se déplacer, d'aller dans des pays où, justement, l'activité servira à mon déplacement. Oui. D'ailleurs, j'ai oublié de dire dans l'introduction tout à l'heure, tu lances ton business en tant que préparateur mental. Voilà. Et toi d'ailleurs, au niveau nomade, business, compagnie? Moi, à mon niveau nomade, c'est prévu que je m'en aille. Ah oui. Je prévois un départ à La Réunion en novembre prochain, novembre 2018.
Et l'idée, c'est justement de pouvoir être totalement indépendant et de pouvoir me voguer d'île en île où je souhaite. L'idée, c'est pendant 2-3 ans, je sais pas encore, d'aller Réunion, en Guadeloupe, Martinique, potentiellement d'autres. Hein, donc c'est les dom-tom. Et après revenir en France et faire un tour de France en testant en caravane. Ouais, non, même pas. D'Airbnb en Airbnb, en fait, sans avoir d'accroche, en testant différentes villes pour voir où c'est que là, où je me sens le mieux, en fait. Et si je me sens, si aujourd'hui, je pense à long terme rester quand même en PACA, région marseillaise, etc. Mais si je trouve mieux, ben, j'irai ailleurs, tu vois. Et alors, du coup, donc là, tu me dis, novembre 2018, t'es à La Réunion. Ouais. Ça sous-entend qu'entre aujourd'hui où tu as ton blog, du trafic, etc., que donc tu réussis à transformer davantage à un produit vraiment phare et qui te permet de vivre. Et c'est quoi l'enjeu pour toi aujourd'hui en termes de développement? Ben là, l'enjeu, c'est de faire marcher cette offre là que j'ai déjà mis en place, une nouvelle offre, et de la faire suffisamment grossir pour vraiment me cibler sur cette offre bien précise et faire suffisamment de clients pour être après tranquille et pouvoir partir à l'autre bout du monde sans me prendre la tête et continuer le développement, ne pas rester sur mes lauriers, sur mes cocotiers, mais continuer à développer même de l'autre côté de la planète. Oui. Et l'enjeu, c'est vraiment de faire cette offre une offre star et devenir leader dans ce point précis là, tout en étant nomade, ce qui est un bon challenge. T'as déjà eu des périodes de nomade dans ta vie ou pas? Non. Ok. Donc voilà, tu vois qu'aujourd'hui on parle beaucoup du nomadisme, gagner sa vie grâce à Internet, gagner sa vie confortablement ou extra confortablement pour notre cher ami là qui va partir en Réunion. Bref, je t'ai préparé un atelier en ligne qui s'appelle 90 jours pour devenir digital nomade. Bref, comment gagner sa vie et voyager. Et ça se passe sur biz200.fr/go/vie-nomade. Tu peux t'inscrire et accéder au premier atelier, le premier module de cet atelier gratuitement pour découvrir en fait mon parcours, comment moi je suis devenu en fait nomade, et bien sûr par la suite il y a tout un ensemble d'exercices pratiques, extrêmement pratiques, concrets pour que toi aussi tu puisses devenir nomade digital. Je te retrouve tout de suite sur biz200.fr/go/vie-nomade. Alors les amis, on va continuer la discussion sur le nomadisme. Et alors pour toi Loïc, ton business, la vie, compagnie, vie nomade, c'est... Alors, pour moi, c'est avoir la possibilité de me déplacer dans un autre endroit si j'en ai envie. Pas forcément le faire en tant que mode de vie, oui. Mais en tout cas avoir la possibilité, si un jour j'ai envie de me déplacer dans un autre endroit, ben tiens, je peux le faire sans trop de contraintes, quoi. Oui. Et alors, j'avais cru comprendre que c'était pas forcément un mode de vie qui t'a tiré aujourd'hui, quoi, que tu es peut-être plus dans un mode de vie sédentaire ou en construction, peut-être que c'était pas quelque chose aujourd'hui qui te faisait vie nomade, pour toi, c'est pas le moteur actuel, quoi. Ouais, aujourd'hui, c'est pas une priorité, en tout cas. Après, en fait, quand je pense à construire, si tu veux construire une vie de couple solide, où on a une famille aussi, j'ai envie d'être suffisamment proche aussi pour en cas de besoin. Je pense pas que là, le nomadisme soit adapté. Mais après, c'est clair que c'est une difficulté, quoi, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est vrai que toi, Fabien, tu vis avec une compagne, aujourd'hui. Et c'est clair qu'elle est alignée sur ce projet, qu'elle fait aussi les transformations. Elle est salariée pour le coup. Ouais. Et elle fait les transformations nécessaires dans son domaine pour que exactement pour que ça puisse suivre, quoi. Pour que ça puisse être transposable dans les dom-tom. Pour la formation, tous les deux, vous êtes kiné. Une formation kiné, ouais. All right. Alors, vie nomadisme, moi, ce que j'adore dans le terme vie nomadisme compagnie, c'est que ça implique énormément de choses, en fait. Ça implique donc du minimalisme, ça va impliquer une notion aussi de se satisfaire de ce qu'on a, donc tout le courant qui est derrière le stoïcisme. Ça implique aussi d'être aussi un peu hors système. Donc, il faut assumer... Un peu beaucoup. faut assumer sa marginalité. Déjà quand on dit qu'on mange bio, qu'on fait de la PNL ou de l'hypnose, déjà souvent on a tendance à nous regarder avec des gros yeux. Ça veut dire aussi qu'il faut anticiper beaucoup de choses, et ça veut surtout dire que on ne vit surtout pas comme les autres en fait. Dans le sens où pas que les autres font pas bien, c'est pas du tout ça. C'est que si on continue à avoir leur raisonnement dans la vie nomade, ça ne marche pas. C'est comme quand on cherche une indépendance financière et qu'on fonctionne avec la théorie des 5 drapeaux. C'est-à-dire qu'on prend encore plus de responsabilités sur sa santé, la retraite, compagnie. Et donc là, il y a une vraie anticipation, une vraie gestion des décisions. Oui, tout à fait. Voilà. All right. Je sais pas, moi, d'habitude, là, vous causez énormément, vous avez tellement de choses à raconter. Je sais pas, les livres, là, vous évoquent quoi? La vie nomade, anticipation, s'engager, vie marginale. C'est quand même pas des je pense à une image. La vie nomade, c'est comme un téléphone avec une carte SIM.
le téléphone débloqué et une carte SIM sans engagement. Voilà. Donc on peut choisir n'importe quelle carte SIM, où je vais, quel endroit je vais, à une telle ville, tel pays, tel café. Et puis le téléphone débloqué, c'est nous en fait. Voilà. Donc ça demande une sorte d'ouverture, une acceptation sur sur ce mode de vie nomade. Tout à fait. Alors vie nomade, il se trouve que moi je viens d'un mode de vie marginal. Mes parents étaient en autarcie jusqu'aux années 2000-2001. Ma mère, en gros, allait acheter le PQ, le savon et le dentifrice en grande surface. Et mon père faisait le beurre, le lait, on met tout quoi à la maison. Donc vie marginale, moi c'est quelque chose que je sais faire en fait, quelque part, que j'ai déjà intégré, que j'assume, que voilà. Mais pour vous, vie marginale quoi. Donc, pareil pour moi, dès que tu rentres dans ce cadre-là, que tu commences à travailler différemment, à penser différemment, à lire différemment, à manger différemment, tu te marginalises complètement de la plupart des gens. Donc forcément, ça implique d'accepter, de faire des choix différents, de vivre différemment et de changer du coup son cercle aussi, parce que quand tu entames cette démarche, classiquement, en général, t'es entouré de gens qui ne font pas ça. Par définition, l'environnement reste le même, mais toi, tu vas commencer à déranger le système puisque tu changes tes choix. Et donc, forcément, il existe d'y avoir des adaptations. Ça va créer des frictions, mais comme tu continues à évoluer, a priori, quand tu rentres dans cette démarche, tu t'arrêtes pas. Donc, tu continues à évoluer. Donc, les frictions augmentent. Et à un moment, l'environnement va automatiquement devoir changer. Parce que et alors, vous avez des difficultés avec les parents ou compagnes, copines, je sais pas, les amis avec qui vous êtes fâchés ou je sais pas, vous voyez plus parce que vous changez de mode de vie ou quoi, qu'il y a eu une incompréhension et du coup, je sais pas, le genre de comme disait Fabien, l'environnement change, c'est naturel. Alors il y a une période où notre cercle présent descend, diminue. On a des amis qui ça peut faire de la peine aussi. Quoi. Oui, ça fait de la peine. C'est sûr que ça demande un certain deuil en quelque sorte. De se dire on n'est pas dans le même monde en quelque sorte, mais j'accepte tout à fait sa position et la mienne. Mais je pourrais moins te voir puisque nos modes de vie ne sont pas compatibles. Cela dit, dans le sens positif cette fois, on a la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui ont cette possibilité et cette façon de voir les choses. Et ça, c'est une richesse aussi. Donc marginal, moi je considère que ce terme-là n'est pas adapté. Voilà. Ok. Voilà. Oui, de marché peut-être différent. Voilà. Mais il y a un côté rebelle, justement. Oui, il y a un côté... ça c'est sûr, puisque tu dis... On casse les codes, quoi. Out of the box, quoi. Oui, tu remets les choses en question, en fait. C'est ça. En plus d'agir différemment de la plupart des gens, t'agis même contrairement... Enfin, tu te mets vraiment à l'envers du système, quoi. Là où on veut que tu sois, ce que tu consommes, ce que tu achètes, ce que tu fais, être salarié, ouvrir ton livret A, aller en maison de retraite, casser ta pipe à l'hôpital avec un cancer. Ça, c'est ce qu'on veut de toi. C'est la voie par défaut. Donc, tu dis pas non, tu n'es pas différent que de tes amis, mais du système dans l'intégralité. Donc, t'es pas, marginal. Il y a un peu de ça, mais c'est surtout vraiment une différence majeure qui s'accentue avec les années, puisque on n'arrête pas dans cette démarche-là. Il faut vraiment l'accepter parce que, il y a autant des avantages. C'est super, c'est vraiment génial. Dans les avantages, moi, ce que je vois, c'est que c'est un excellent vecteur, marketing. Faut dire les choses telles qu'elles sont, quand même. C'est que ça impressionne les gens. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a, ça crée un certain charisme, un leadership. Mais dans les inconvénients, c'est que, pour ma part, en tout cas, c'est que c'est très difficile de rencontrer des gens, avancés, développés, je sais pas, avec une technique de développement, en test, c'est pour ça que d'ailleurs je suis super content de l'avoir rencontré vous, mais aussi ceux qui sont pas là aujourd'hui, qui font partie de notre groupe, là, Fabrice, on a Irina, etc. Megan aussi, ta compagne. Je suis super content, je suis de rencontrer des gens comme ça qui, ils comprennent que ça veut dire le pourquoi. On a travaillé la PNL, l'hypnose, on a refait tester le bodyflex avec Irina. Je veux dire, c'est des trucs, voilà, on est ouvert, on va chercher des trucs. Mais tu soulèves un point important, je pense que quand on s'intéresse à cette démarche-là, c'est au moment où il faut passer on doit passer par la recherche de gens comme nous, sinon on finit tout seul dans son trou. Pendant longtemps, forcément, quand tu commences à changer, c'est ce que j'explique au début, quand tu commences à avoir des frictions, tu commences à moins voir tes amis, c'est ce qui m'est arrivé, et c'est ok, je le vis bien. Mais du coup, tu commences à rencontrer d'autres personnes. Encore faut-il se confronter à ces nouveaux environnements pour rencontrer ce genre de personnes, parce que sinon, tu peux rester seul dans ta grotte pendant longtemps. Exactement. Et encore, faut-il avoir les clés pour rencontrer les gens. Et moi, c'est des clés justement qui me manquent. Bien sûr. Rencontrer des clients, j'y arrive, mais rencontrer des amis en vie privée. D'ailleurs, on s'est rencontrés à travers Toastmaster. De ma part, Toastmaster. Et c'est vrai que c'est un levier. Toi aussi, Toastmaster, je me souviens plus. Non, c'était au Mastermind du Sud-Est.
À ce niveau-là déjà, ok. Donc voilà, donc Oui. donc oui, voilà, donc bon, c'est vrai que moi chez moi c'est une vraie souffrance. Donc rencontrer des gens intéressants. D'ailleurs, et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs rentrer en France après être resté 3 ans en Inde où j'avais besoin de rencontrer des gens que je savais qui allaient me pousser, quoi. Pas qu'en Inde il y ait personne d'intéressant, mais sauf qu'en Inde c'est encore plus difficile d'atteindre l'élite. C'est vraiment une notion de code social qu'il faut appartenir à des codes sociaux ou avoir une entreprise, un gros business, quoi. Il y a plein d'enjeux comme ça auxquels je répondais pas, quoi. Ouais. All right. Et du coup, oui, je sais pas. Qu'est-ce que Fabien, Loïc, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez On parlait des avantages du nomadisme. Moi, je trouve que l'avantage principal, c'est de la responsabilisation. Voilà. Ouais. On est en quelque sorte en contrôle de sa vie. Mais ça implique aussi de savoir se maîtriser, s'organiser, être concentré, où aller, que faire, quel temps en fait, quelle notion du temps j'ai. Ça aussi, ce sont des notions en fait qui rentrent en nous en quelque sorte. On est obligé de maîtriser, sinon le nomadisme, on le subit. Oui, je pense encore, c'est rejoint l'idée de même toi aussi qui disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'apprend en cours de route. Oui, c'est un chemin. Moi, en fait, je suis tombé dans le nomadisme en fait par coïncidence, plus que par choix. C'est-à-dire que quand je suis en Inde et que à chaque fois je bouge, Inde, Thaïlande, France, machin, à un moment donné, je me dis, attends, on va pas transporter à chaque fois 30 tonnes de trucs, on va rationaliser un minimum. Alors déjà que je suis plutôt rationnel à la base. Et c'est, donc je commence à être minimalisme, en fait, aussi dans ce sens-là. Ouais. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vais toujours avec 50 kilos, quoi. À peu près 30 kilos d'affaires qui sont dans ma chambre juste en dessus, et puis là derrière, dans la valise qui contient le business, quoi. Ouais. Mais Yannick soulevait un point important, la responsabilisation. Enfin, quand t'es responsable, tu dis aussi non, du coup, au fait que la société veut te mettre en position de passif. Tu reçois des aides, tu te fais aider, les informations sont... se faire aider, c'est pas mal non plus aussi. Heureusement qu'en France, on a un système qui aide. Oui. Mais mais quand je dis dans l'excès, quand par exemple, des informations vont être prédigérées par la télé, tout est facilité, t'as rien à faire, en fait, pour vivre selon la société. Mais par contre, tu as à faire beaucoup si tu vis contre. Tu vis pas, contre, mais différent. C'est une voie parallèle. C'est pas forcément pas forcément en guerre, quoi. Mais d'où la notion de vie marginale et d'être rebelle et contre, quoi. C'est le curseur, quoi. Et moi, je vois pas forcément la notion d'aller contre, tu vois, mais plus la voie parallèle, quoi. C'est un peu l'océan bleu. C'est, t'es tout seul dans ton coin, entre guillemets. Là, t'as le gros courant. C'est comme l'image qu'on a tous vu des poissons, là. T'as deux aquariums, un avec plein de poissons et un avec pas de poissons, et t'as le poisson qui saute d'un aquarium à l'autre. C'est ça l'idée. Tu te responsabilises et t'es obligé d'avoir cette notion de responsabilité quand tu prends soin de tes besoins, avec l'entrepreneuriat, etc. D'où le livre, d'où ce livre-là dont on a parlé plusieurs fois, Start with Why, de savoir pourquoi tu fais les choses. Parce que si tu prends une voie différente de la plupart des gens, tu te responsabilises, tu fais plein de trucs, tu dois bosser, etc. Tu dois te former, lire, donc ça prend du temps, de l'énergie. Mais à un moment, il faut savoir pourquoi tu fais ça. Sinon, tu tiens pas sur la durée. Sinon, ça va s'éteindre et tu vas revenir à ta vie d'avant parce que c'est trop dur de s'y mettre vraiment. Donc, si t'as un pourquoi fort, par contre, là, tu vas pouvoir perdurer vraiment. Il y a un truc intéressant là pour revenir à Loïc et Yannick, c'est que vous avez commencé dans votre vie en justement vous êtes tombé finalement dans la marmite de l'entrepreneuriat par hasard parce que voilà, vous avez lancé un business une fois, je résume, vous avez voulu vendre sur le Bon Coin, ou quand même pas le Bon Coin, ça n'existait pas à l'époque, mais en annonce en ligne des jeux de vidéo. Alors en fait, on avait voulu vendre une console de jeu dans une boutique spécialisée de rachat de produits d'occasion, qui était à Marseille dans le 6e. Et le vendeur qui nous avait proposé tel prix, ça ne convenait pas en fait. Le prix était tellement bas qu'on trouvait ça ridicule. Alors on a refusé de vendre le produit à ce magasin-là, et on est rentré chez nous, bredouille en quelque sorte, avec notre console et nos jeux en main. Donc, mais on voulait s'en débarrasser. Donc, on en a parlé à nos parents, et mon père me dit, tiens, il existe un site qui s'appelle Price Minister. Essaye de vendre ces produits-là. On a pris des photos, on a mis en vente, on a rédigé une annonce. Quelques jours après, pratiquement tout était parti. Donc, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à exploiter, là. On peut rajouter des produits, vendre déjà tout ce qu'on avait et qu'on n'utilisait pas, et puis en faire une activité professionnelle avec d'autres produits qui gravitaient autour, en fait, de ces consoles et jeux. Voilà. C'est comme ça qu'en fait, on est tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat en ligne, en fait. Est-ce que vos parents sont entrepreneurs ou pas? Alors, mes parents ont un passé entrepreneurial, oui. Ah oui, donc il y avait un terrain favorable. Ouais. D'accord, ok. Ouais. En fait, on a démarré comme un vide-grenier
On a fait un vide-grenier, puis au final, ça s'est transformé en business, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, votre père, il travaillait dans dans quel secteur, en gros? Alors lui, il vendait des vêtements. Ok. Il vendait des produits qui étaient liés à notre culture indienne. Ouais. Sur Marseille? Sur Marseille, ouais. Ouais. Et en fait, son grand-père, son père, pardon, Oui. lui, il vendait des chaussures. Ok. Donc lui, il avait un commerce, vraiment, ils avaient 2 commerces physiques. Ouais. Et c'est lui, en fait, qui était vachement grand fait ouais. commerce, entrepreneuriat, puis il connaissait les sites de vente en ligne. Okay. Et c'est comme ça qu'on a découvert tout le monde de Amazon, eBay, 2 fois moins cher. Et d'accord. Et alors, par contre, toi, Fabien, tes parents sont pas entrepreneurs du tout? Non, pas du tout. Donc ça a été comment ils ont pris alors du coup quand t'as dit que t'allais Bon, au début, il y a eu quelques résistances parce que j'ai pas commencé vraiment par ça. J'ai commencé par rédiger des articles, etc. au début. Et il y avait pas eu il y avait pas de résistance particulièrement en fait. Au début, il doutait en fait. Il doutait de la véracité du truc. Le gars avec qui je bossais, il disait mais est-ce qu'il va vraiment te payer, est-ce qu'il est vraiment honnête, etc. À part ce doute-là qui peut être légitime venant des parents, ils m'ont pas mis de bâton dans les roues en fait. Ils disaient, ma mère continue de lire, ma mère lit mes mails, elle lit mes posts, elle regarde mes vidéos et il y a pas de résistance en fait. Ils m'encouragent, enfin ils vont pas venir me motiver. Ah t'en es où, mais ils me soutiennent par rapport à ça. Il y a un accueil et il y a pas de lutte par rapport à ça, donc je suis pas face à un mur, quoi. Ok. Donc ça c'est cool. Mais il y a pas de terreau à la différence de vous, voilà, je veux pas de ma mère et mes deux parents sont salariés, il y a pas de j'ai jamais eu l'idée, je savais même pas qu'entreprendre était un métier, quoi. C'était venu comment d'ailleurs l'idée ouvrir un blog, c'est une chose, bon tu as dû voir sur internet mais après d'en faire un business. Ouais, ben alors c'est quoi le déclic? Ça a commencé par les bouquins quand j'ai commencé à lire ces bouquins-là. Où je suivais un blogueur, Olivier Roland, où qui faisait un blog et qui vendait ce truc-là de faire un blog. Ça m'a jamais tilté, même quand j'ai vu qu'il parlait ça, je me disais, faire un blog, ça me tente pas trop. Puis un jour, je me suis dit, mais c'est quand même cool de parler d'un truc qui te passionne et d'en vivre. Et puis, l'idée a traversé son chemin. Moi, je continuais à écrire des articles sur ces sujets-là, de santé, dev perso. Et ça me passionnait vraiment. Et à un moment, j'ai eu l'envie de passer à la vitesse supérieure. Et c'est vraiment, j'ai eu un déclic quand j'ai lu un bouquin sur le paléo, justement, que tu as. Et que je me suis dit, là, j'en sais trop. Je veux partager ça au monde, en fait. Je voulais pas juste faire des articles dont je choisissais pas forcément les sujets. Je voulais partager un maximum, au maximum de gens aussi. Et là, je me suis dit, une chaîne YouTube, c'est parfait pour ça, quoi. Enfin, je vais créer mon truc, je crée mon blog. Et c'est là qu'il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai créé mon blog pour partager massivement tout ce que je lisais, etc. Et c'est là que l'idée a germé et que après je me suis dit en fait j'aimerais bien vivre de ce truc-là, même quitter mon job et vraiment réaliser ma mission, réaliser ce truc-là qui me plaît beaucoup plus, quoi. Et alors du coup en novembre 2018, tu vises quel chiffre d'affaires par exemple ou quel volume d'affaires? En novembre 2018, je crois que j'avais dit 100K avant la fin de l'année. Ok. Et toi, du coup, si tu lances ton activité donc de préparateur mental, tu vas justement ouvrir ton site web aujourd'hui ou demain, je pense. J'espère. Et aujourd'hui, oui. Bon, il nous reste du temps là encore pour travailler. Et du coup, tu as déjà chiffré un peu un objectif, alors soit en volume de clients, soit en chiffre d'affaires, soit je sais pas, en nombre de dossiers, je sais pas comment tu raisonnes. Alors j'ai un objectif, on va dire de 3 000 € net. Pour démarrer, donc d'ici la fin de l'année, quoi. Okay. Pour être indépendant, chaque mois, oui. Donc, pour vivre indépendamment, quoi. Grâce à cette activité-là. Voilà. Oui, et après ensuite pouvoir trouver des activités qui gravitent justement autour de cette activité principale qui m'interpelle, qui m'intéresse aujourd'hui, quoi. Right. Ok, mais ça en fait des sujets tout ça en fait. Il y a tellement de choses à parler. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Loïc? Je sais. Comme tu n'es pas encore lancé dans le business, je te pose pas la question de l'objectif en tant que tel, mais peut-être que tu as autre chose à proposer comme travail pour 2018. Je sais pas. Alors en fait, je reprends un peu ce que disait Fabien et Yannick tout à l'heure par rapport à la responsabilisation. En fait, le nomadisme et l'entrepreneuriat de façon plus générale, ça incite à prendre sa vie en main et finalement à acquérir une très grosse autodiscipline. Parce que comme tu le disais Fabien, la société, elle te pose des cadres, elle te donne des aides, elle te donne des ordres aussi, parfois. Quasiment tout est prêt pour que tu puisses vivre, pour t'accouler tous, quoi. Hein. Je dis sans trop te poser de questions, quoi. Sereinement, mais sans trop te poser de questions. Et quand tu commences à te poser des questions, à remettre en cause tout ce qu'on te donne, je te dis, si je veux m'en sortir,
je dois faire le maximum pour tout faire moi-même, le maximum de choses moi-même. Donc ça implique se former tout seul, au maximum. Ça implique savoir demander de l'aide quand il faut. Ça implique une bonne gestion du temps, de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son alimentation, et en fait ainsi de suite. Dès que tu penses à un domaine, du coup, quand tu arrives à prendre, à bien en prendre soin, pouf, il y a un autre domaine qui Oui, il y a des paliers à faire ensuite à remplir et tu continues en fait. C'est un travail infini presque. Exactement. Mais c'est le truc de la confiance en soi, il me semble. C'est que en fait, quand tu arrives dans un domaine, ton champ des possibles, c'est juste la taille de ce tapis, par exemple. Ouais. Et en fait, plus tu deviens expert dans le domaine, plus tu découvres que le champ des possibles est immense, en fait. Et plus tu découvres que tu ne sais pas, en fait. Donc, du coup, ça t'oblige à être humble. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, les savants qu'on voit à la télévision, dans les magazines et compagnie, ils ont une humilité énorme. Ouais. Ils savent tellement de choses, mais ils sont aussi tellement conscients qu'ils ne savent vraiment rien, que du coup, ça les oblige à relativiser énormément ce qu'ils savent. En fait, je trouve ça passionnant comme relation. C'est d'ailleurs une des révélations que tu te fais quand tu commences à beaucoup lire. C'est que tu réalises à quel point c'est immense et que tu te dis, waouh, j'ai effleuré que ça, en fait. Alors moi, j'ai une question pour les deux entrepreneurs que nous avons ici. C'est quel est le plus grand bénéfice intérieur, vraiment d'un point de vue égoïste, quand chacun, parce que je pense que vous allez me donner des réponses différentes, mais quelle était vraiment la transformation intérieure qui vous a le plus ému, le plus construite par rapport à cette aventure d'entrepreneuriat? Donc vous avez dit quand vous étiez ado, puis après toi tu as fait notre business au niveau des épices. Oui. Mais donc qu'est-ce qui vous a le plus transformé vraiment en termes marketing bénéfice, mais en termes vie perso, qu'est-ce qui vous a le plus porté, quoi? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué dans l'activité entrepreneuriale, c'est le plaisir à faire de l'argent par toi-même, sans dépendre de quelqu'un. De se dire, bon, mais je suis capable de ramener de l'argent sans utiliser les voies communes quand la voie du salariat ou dès qu'il y a un rapport de hiérarchie. Là, tu arrives à le faire par toi-même, mais aussi en rendant service, en vraiment donnant du sens. Voilà, combiner à la fois la possibilité de faire de l'argent par toi-même et en étant utile à quelqu'un d'autre. Ça, c'est génial. All right. Et toi? Alors, c'est sur le temps, la notion de temps. Puisque dans notre activité, on a réussi en partie à dissocier le temps qu'on passait dans notre activité et l'argent qu'on en gagnait. Donc, on avait cette possibilité, en fait, de gérer notre temps comme on le voulait. Et ça nous a beaucoup servi dans le cadre de nos études. Ok. Voilà. Alors, vous aviez quel âge quand vous avez fait ça, en fait? On avait 17 ans et demi, voilà, même pas 18 ans, ouais. Juste après le bac, en fait. Et à ce moment-là que tu consentisses, que tu dissocies le temps passé par rapport au revenu, ou c'est avec le recul que tu dis ça? Alors, un peu moins d'un an après, quoi, hein, sans je précisément, mais déjà, oui, ces bénéfices-là cette prise de conscience est intervenue de cette période, ouais. Et alors, après, je ne connais pas ton parcours par cœur, mais donc, vous avez ce business, vous continuez vos études, et toi, tu lances un business, après d'import-export d'épices. Après mes études, ouais. Et alors, c'était naturel? Il y a eu d'autres appréhensions par rapport à ça, ou? Alors, là, l'activité est différente, puisque c'était pas une activité complètement numérique, puisque là, c'est une activité présentielle, en quelque sorte. C'est ce qui m'a intéressé, d'ailleurs, hein, c'était de rencontrer du monde, puisque c'est d'ailleurs une des limites qu'on pourrait évoquer dans la vie en nomade, c'est justement le fait d'être isolé. Quand on a ce mode de vie marginal, en quelque sorte, comment rencontrer des gens qui partagent ce mode de vie, cette activité. Et alors ça me manquait. Voilà. Je me sentais vraiment au niveau relationnel pauvre, en quelque sorte. Et j'avais besoin de rencontrer des gens, des partenaires, que ce soit des fournisseurs, des clients ou des prescripteurs, hein, donc qui me permettaient déjà d'étoffer mon intelligence émotionnelle. Voilà. Okay. Donc ça, c'était un autre point que je voulais apporter dans le cadre de ce thème du nomadisme. Donc, gagner de l'argent par soi-même, dissocier ses revenus du temps. Ouais. Et alors, toi, tu es déjà entrepreneur, même si aujourd'hui, de toute façon, tu fais déjà des revenus avec ton blog, en fait, aujourd'hui. Hein. Je sais même pas si tu veux parler d'indépendance aujourd'hui. Je sais même pas. Parce que tu as quand même quitté ton emploi il y a quelques jours. C'est en cours, là. C'est dans quelques jours. Ah bon? Je crois que c'est déjà fait. Ah bon? J'en fais annonce et tout. C'est dans 3 jours. Ok. Ok, tu avais dû signer le courrier ou un truc du genre. Là, c'est bon, là, c'est signé, en tout cas. Ouais. Alors, du coup, comment je sais pas, le truc qui te porte vraiment, mais intérieurement, tu sais, le truc qui te... Là, j'ai l'impression de décrocher des chaînes, qu'en fait, le boulet que t'as au pied, tu vois, j'ai l'impression de lâcher ça. C'est cette immense sensation de liberté qui arrive. Parce que tu adores ton métier, quand même, de kiné, tu adores ça.
Non? J'irais pas dire jusqu'à j'adore. Ah, ok, je pensais que c'était... J'aime bien, mais c'est pas ma passion, c'est pas ma mission. D'accord, Je me ok. sens pas investi si je me sentais investi de cette mission, je serais resté, tu vois. Mais là, je sens quelque chose de beaucoup plus fort en allant vers cette direction de l'entrepreneuriat. Et c'est justement ça qui me fait le pourquoi, c'est ça qui me fait aller vers quelque chose qui me porte beaucoup plus. Alors, j'aimerais avoir un moment séquence émotion. Non, mais souvent, ce qu'on fait dans les vidéos, on donne beaucoup de conseils, beaucoup de trucs, voilà, machin. Vous savez, c'est comme les adultes qui parlent d'enfants, comment éduquer les enfants alors qu'ils n'ont pas d'enfants eux-mêmes, vous savez. Mais alors, on n'est pas dans ce cadre-là parce qu'on est tous entrepreneurs, vous avez tous. Mais est-ce que vous pouvez me partager, si vous avez envie, quelque chose qui comment dire, vraiment le truc qui vous a transformé au niveau du business, au niveau de votre vie. Je sais pas, vous avez eu un événement de votre vie qui vous a vraiment ouvert les yeux, ou au contraire a appris à dire je t'aime. Je sais pas, quelque chose qui s'est passé, qui vous a ouvert une voie vraiment dans la vie. Est-ce que vous avez un truc comme ça à me raconter? Bonne question. On réfléchit. Commence toi, vu que t'as l'air de... Moi, c'est l'Inde. Quand j'arrive en Inde, moi. Il se trouve qu'en Inde, quand j'arrive en Inde, il se trouve que ma valise n'a pas suivi. Alors, je suis pas inquiet parce que je sais qu'elle va arriver dans quelques jours. Mais donc du coup, je demande à mon compagnon de m'amener dans un magasin pour acheter 2 t-shirts, 2 pantalons, 3 briques qu'il nous faut. Et là, en l'espace de quelques jours, je dépense 10 000 roupies. Voilà. 10 000 roupies, ça fait à peu près 135, 140 euros. Et puis quelques jours plus tard, je rencontre le meilleur ami donc de mon compagnon qui s'appelle Animesh, là où je vais habiter plus tard en fait. Et puis bon, question très française, on discute, puis question très française, je lui demande quel est son salaire de professeur. Et là, il me répond 10 000 roupies. Et là, c'est un des premiers chocs que je prends, c'est que je réalise qu'en l'espace de quelques jours, j'ai dépensé 100 mois de salaire en fait. Et du coup, c'est à travers ce genre d'expérience que je vais redécouvrir en fait donc le rapport à l'argent, le rapport au temps et à l'humain, et ça va complètement transformer en fait ma vision de l'argent et du partage aussi. Une autre notion comme ça qui va vraiment me travailler énormément, c'est que quand je m'installe donc dans mon appartement en Inde, la famille de Bhaskar est tellement gênée que Bhaskar vive avec moi en fait, qu'ils vont me financer la cuisine. Ils vont installer un réchaud, la vaisselle, quoi, tout le truc qu'il faut pour vivre à travers la cuisine, quoi. Donc eux, ils sont vraiment très très modestes. Et là, j'accepte parce que mon Bhaskar me dit accepte le truc, mais c'est vraiment bizarre, quoi. On se connaît pas, j'arrive comme ça, je veux dire, et paf, ils donnent quoi, notion de partage. Et ce choc-là, en fait, je vais me le reprendre dans l'autre sens quand je vais rentrer en France en mai 2014. Et je demande à mes parents s'ils peuvent me prêter une voiture pour aller à Marseille pour chercher mon visa. Et ils me disent non. Donc, j'ai aucun jugement pour mes parents. Mais le choc culturel, je l'ai pris, mais alors dans les deux sens, quoi. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai décidé d'ouvrir mon business à 200%. Ah ouais. Voilà. Donc, voilà, ce genre de choses. Après, oui, peut-être que vous avez quelque chose à partager. Après, je sais pas. Moi, vraiment quelque chose qui vous porte, quoi, qui depuis est vraiment un vecteur de... C'est une des raisons d'ailleurs pour continuer, vous laisser le temps de réfléchir, que je ne fais pas de crédit sur la bagnole. Que le jour où j'achète une bagnole à 50 000 euros, c'est à dire que derrière ça, il y a, je dis un chiffre au hasard, mais il y a 500 000 euros qui ont été investis de manière durable, écologique au sens humain du terme, pas forcément bio, quoi, mais genre j'aurais financé une NGO, j'aurais une équipe qui tournera déjà pour aider, je sais pas, des gens comme vous à grandir, ou j'en sais rien, quoi. Voilà. Alors, voilà. Je sais pas. Vous avez perdu votre langue. Vous savez, là, en fait, il se trouve que quand ils sont autour de la table là derrière, on travaille, ça envoie des blagues, ça cause et ça partage et machin. Et là, on met une caméra, paf, silence. Si tu fais réfléchir avec ta question. Je suis profonde. Ouais. Ok, alors là, ou une blague, peut-être que vous avez une blague à dire, on sait rien. Rien, une anecdote. Moi, un truc qui m'a vraiment chamboulé dans ce milieu-là, enfin dans l'entrepreneuriat, c'est quand tu commences à rencontrer des gens qui dépassent le million annuel en fait. Oui. Et que toi, tu as l'habitude de voir dans mon quotidien, je voyais des gens qui font des salaires normaux, une classe moyenne autour de moi, mes parents, et puis des gens pour qui voilà, ils sont contents de gagner 2000, 3000, et puis tu rencontres des mecs qui font 20, 30K par mois.
Là, tu fais, ah ouais. C'est possible. Ça a complètement explosé ma vision de l'argent et c'est surtout ça qui m'a fait réaliser que c'était possible, en fait. C'est vraiment même de voir des gens autour de moi, même des potes, des gens qui sont devenus des potes, que je vois je vois la preuve devant moi que c'est possible. Et donc ça a vraiment tout changé. Ça a vraiment changé mon rapport à l'argent. Je me dis, bah, ok, ouais, je veux pas viser juste 3 000 par mois, quoi. Enfin, après, l'idée, évidemment, c'est pas la richesse, le consumérisme. On pourra peut-être parler de minimalisme juste après, mais. Après, c'est toujours pareil. L'argent, on en fait ce qu'on veut. Voilà, bien sûr. Mais l'idée, c'est que ça a complètement changé mon rapport à l'argent parce que tu vois des gens qui sont tellement décorrélés du temps, qui peuvent faire jusqu'à plusieurs centaines de milliers par mois parfois. Tu peux. Tu peux gagner 10 000 euros par mois et si tu es vraiment à l'aise avec ça, tu donnes 5 000 euros tous les mois. Bien sûr, voire plus. Hein. Oui, voire plus. Oui. Les plus grandes fortunes de ce monde, ils donnent la plupart de leur rang dans des assos. Bon, c'est pas désintéressé non plus. Hein. La fondation Melinda de Bill Gates, elle n'est pas intéressée, malheureusement. Mais ils vendent des vaccins un petit peu. Oui. Donc oui, après, alors tu vois, pour rebondir dans ce sens-là, moi au début, c'était quand ? En novembre 2015, quand j'atteins les 1600 entrepreneurs qui me suivent tous les mois sur le podcast, ça fait une moyenne de 50 personnes qui m'écoutent tous les jours. Et donc j'ai, même encore aujourd'hui, beaucoup moins, mais j'ai beaucoup de mal à réaliser qu'il y a 50 personnes qui me regardent tous les jours. Et j'ai visualisé ça comme un docteur qui a 30 ou 40 rendez-vous par jour. J'ai dit putain, merde, je fais le travail d'un docteur en fait, en termes de volume. J'ai aussi réalisé un truc qui m'a vraiment marqué. C'est quand j'ai commencé j'ai créé un programme pour aider les gens à perdre du poids. Et 1 an après, je réalise qu'il s'est vendu à 15 000 exemplaires. Et c'est une autre activité, c'est pas directement mon blog, mais je réalise que mes conseils, ils ont été achetés et appliqués par 15 000 personnes en 1 an. Ce qui est énorme. Et je trouve ça complètement fou, quoi. Je me dis, waouh, tu peux toucher autant de personnes en, entre guillemets, aussi peu de temps. Et finalement, Internet, c'est le premier déclic sur le rapport à l'argent et le deuxième sur combien de personnes tu peux toucher. Je me dis, waouh, ça a vraiment changé ma vision des choses. Et je me dis qu'avec Internet, tu peux aider, tu peux contribuer à changer la face du monde, quoi. Et en démarrant avec peu, finalement. Même si je ne suis pas expert aujourd'hui, on peut démarrer un business, même sans même parler de business, on peut parler d'association caritative. Je veux dire, il n'y a pas que du business qui peut se faire en ligne, quoi. Il y a tellement de choses. Et tu peux changer le monde grâce à Internet. Tu peux être un requin bouddhiste. C'est ça? Non, je sais plus le titre. All right. Ok. Et le minimalisme alors, parce que tu parlais de... Oui, enfin, on parle de gagner de l'argent, de gagner 2K, 3K, 10K, 20K. Il y a des gens qui sont beaucoup attirés par ça, mais nous ici, c'est pas ce qui nous gouverne forcément. Mais de toute façon, je pense que c'est une étape de dire au début, ah tiens, moi j'ai envie de gagner tant, parce que ça fait rêver. Mais après, si on est sérieux avec le dev perso, normalement, on se rend compte très rapidement que l'argent n'est absolument pas le but, quoi. C'est le levier, c'est un flux, c'est un moyen, un outil. C'est une énergie. Une voiture, une énergie, voilà. Mais comme le disait, je crois que c'était Mark Manson qui disait ça dans son bouquin, il me semble, hein. Mark Manson, dans son bouquin, il explique que l'argent, c'est cool. Enfin, ça fait la différence entre le malheur et le bonheur, entre guillemets. Quand vraiment t'as pas de rang et que que tu dors dans la rue, que tu fais les poubelles et que du coup tu passes de 0 à 3K par mois. Ouais, parce que tu vas pouvoir manger bio, manger bien, prendre soin de ta besoin, de ta famille. Mais après, de passer de 3K à 10K, là, par contre, il n'y a pas forcément d'intérêt. En termes en tout cas, en termes de bonheur, il n'y a pas d'impact. Les études montrent que il y a un seuil au-delà duquel on est plus heureux. Je crois que c'est à 6 000, quelque chose comme ça. Mais du coup, nous qui sommes quand même dans cette quête de développer une activité et donc de faire potentiellement de gros chiffres, comment vous voyez le minimalisme? N'est-ce pas paradoxal? Mais c'est des vraies questions. C'est comme manger bio, avoir des business écologiques et vouloir voyager en avion. Ouais. C'est le même paradoxe. Hein. Mais je pense que c'est un équilibre. Si je regarde le nombre de plastiques que j'ai dans la maison, ce que j'achète avec du plastique, c'est très peu. C'est quand ce que tu achètes, tout ce qui est noix et compagnie, c'est toujours des emballages papier, parce qu'il y a une dimension derrière qu'on va pas acheter en suremballé, etc. Donc, non, pour moi, ça marche ensemble. Je pense que c'est une histoire d'être au clair avec soi et de pouvoir dire de comment on redistribue. Je pense que c'est plutôt une histoire de... Repose-moi ta question. Redis-moi le paradoxe entre quoi gagner de l'argent et minimalisme. Gagner de l'argent et vouloir avoir un chiffre d'affaires qui croît, n'est-ce pas paradoxal par rapport au fait dans une dynamique de non, mais je pense non, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait, tout simplement. Oui. Si t'achètes des Ferrari, t'as un garage avec 50 Ferrari, ça marche pas. Voilà.
Et puis finalement, vouloir gagner de l'argent, ça veut pas dire forcément le dépenser, ça veut pas dire forcément acheter des objets matériels, plus d'objets matériels. Moi, je pense que ça pose plus la question de comment tu l'as gagné. Oui. Voilà. Donc, si toi aussi, tu as envie de développer ton activité pour devenir un nomade digital, avoir une activité qui te permette de voyager, par exemple, tout en gagnant de l'argent avec Internet, ou gagner de l'argent avec Internet et puis rester finalement plutôt casanier, peu importe. Si tu désires comme ça gagner ta vie avec Internet et quand même retrouver un peu ce côté nomade, eh bien, sache que je t'ai préparé un atelier intégral, complet, devenir nomade dans l'espace de 90 jours. Je retrace tout le parcours nécessaire à travailler pour que tu puisses travailler ton propre nomadisme. Et ça se passe sur business100.fr/go/vinomade, vinomade attaché. Tu as les liens en dessous, bien sûr. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Fin. Apprendre à s'en foutre, n'est-ce pas, voilà. La chose la plus importante. Voilà, foutez-vous la paix. Non, c'est vrai, parce qu'après tout, on a parlé de responsabilité, de machin, de plein de trucs. Fuck the world, voilà, t'as compris. Finalement, un des trucs les plus importants, c'est apprendre à s'en foutre des choses qui sont peu importantes et qui sont annexes et qui sont vraiment accessoires, les petits problèmes du quotidien, les petits ouais, mais il m'a dit ci, il m'a dit ça, ma voiture est tombée en panne, j'ai eu une amende, merde, j'ai acheté de la viande. Mais c'est bon les amendes, non? Ouais. Je me suis fait arnaquer, j'ai pas eu mon colis il est pas arrivé, il est en retard. Enfin, tous ces trucs-là, finalement, se connecter à l'essentiel, le pourquoi, et après tout ce qui est secondaire, exactement. On lâche, quoi. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de faire la blague que si t'es tout le temps en train de râler parce que souvent, un colis arrive en retard, que les routes sont mauvaises, que l'hôpital, ça marche pas bien, etc., moi, je dis, fais un stage en Inde. Ouais, ça doit être à les idées en place. Je dis ça, mais souvent je le dis à des personnes qui justement sont un peu trop calées sur leur histoire de confort, parce que souvent quand tu fais un stage en Inde, justement, t'as vite remarqué quand tu relativises très rapidement en fait ton inconfort, quoi. Ouais, Voilà. Bah écoutez, merci. Merci Loïc, merci Fabien, merci Yannick. Avec plaisir. Voilà, on aura certainement l'occasion de refaire des podcasts comme ça. Ce serait bien même qu'on puisse développer l'histoire. Un podcast de blagues. Un podcast de blagues. Allez, mais il faudrait arriver faire un podcast et faire des blagues. Exactement. Il faudrait mettre une caméra cachée et qu'on enregistre tout et après qu'on compile les meilleures blagues de l'après-midi. Alright, si toi aussi donc tu veux devenir digital nomade, gagner ta vie et voyager, je t'invite à découvrir l'atelier dont la première partie est gratuite sur biz100.fr/go/vie nomade. Merci à vous tous et à bientôt dans la prochaine émission Mon Business à 12%. Bye bye. Ciao. Ciao.